Donc, ça peut avoir l'air d'être la même chose, des conseils d'administration puis des gouvernements, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un peu plus loin. Je me suis permis de faire 2 petites diapositives sur pourquoi l'environnement municipal. J'imagine que vous êtes déjà un peu tous au courant, mais faisons le portrait de en quoi est-ce que les municipalités peuvent agir en matière environnementale. Il y a au niveau de la qualité de l'eau, mais la qualité de l'eau, c'est de 3 façons. À la fois parce qu'on approvisionne en eau potable, mais aussi parce qu'on traite les eaux usées. Et aussi, au niveau de la qualité des cours d'eau, le ruissellement et tout ça va venir affecter la qualité des cours d'eau. Donc, on peut agir déjà sur l'eau. On peut agir aussi au niveau des gaz à effet de serre, mais ça, c'est très multifacette, je vous dirais, ça transversal par rapport aux autres enjeux dont on va parler. Au municipal, c'est aussi là où on s'occupe de l'aménagement du territoire, donc tout ce qui est préservation des milieux naturels, création ou maintien de parcs, protection des milieux humides, ça se passe beaucoup au municipal, même si c'est aussi un peu avec le gouvernement. On a aussi, au niveau de la gestion des forêts, le zonage, il y a des zones qui sont faites pour ça. La gestion des matières résiduelles, donc les déchets, le recyclage, le compost, ça se passe au municipal. Et la mobilité durable, donc la mobilité durable, c'est à la fois offrir des services de transport en commun efficaces, aussi du transport actif, donc pistes cyclables et trottoirs et tout ça, et l'aménagement du territoire. Vous avez sûrement déjà entendu parler du développement orienté selon les transports. J'ai juste le terme en anglais dans la tête. Donc, d'aménager notre territoire pour que ce soit plus facile d'utiliser la mobilité durable. À Québec, quand on vit dans Saint-Roch, comme je l'ai déjà fait, c'est très facile d'aller à l'épicerie, de vivre et tout ça. Et comme me l'a déjà dit un de mes amis qui est ici présent ce soir, Patrice Vachon, à Québec, dans certains quartiers comme Saint-Roch, ne pas avoir de voiture, ça peut être un mode de vie qui n'est pas nécessairement un mode de vie militant. Je vous dirais que si vous vivez à Sherbrooke, dans le quartier où je vis, si vous n'avez pas de voiture, ça devient un mode de vie militant parce que c'est comme une bataille de tous les instants. Tandis qu'à Saint-Roch, ben, tu vis normal, correct, quand même, pas de voiture. Bon, jusqu'à un certain point. Alors, ensuite, ben, au niveau de tout ce qui est l'aménagement du territoire, c'est incroyable l'influence municipale puis ce que ça a comme impact sur l'environnement. C'est au municipal qu'on décide du zonage, qu'on décide, OK, cette zone-là, c'est du commercial, là, c'est de l'industriel, là, il y a de la mixité, on oblige la mixité, tout ça. Les schémas d'aménagement, les règlements d'urbanisme qui empêchent, par exemple, les constructions en milieu humide, protection des arbres et tout ça. Je vais passer plus vite là-dessus. La mixité, j'en ai parlé. L'étalement urbain, la lutte à l'étalement urbain, ça doit passer par les municipalités. S'assurer que nos villes soient suffisamment densifiées et densifiées intelligemment, pas aller densifier un quartier résidentiel complètement en périphérie avec aucun service de proximité. Et la relation avec les promoteurs immobiliers qui sont le lobby définitivement le plus actif au niveau municipal. L'agriculture aussi, l'agriculture urbaine, tout ce qui est apprendre prendre compte, les jardins communautaires et tout ça, ça se passe beaucoup au niveau municipal. Et la lutte aux îlots de chaleur et aux fameux stationnements qui sont possiblement l'enjeu le plus délicat au municipal. Les fameux stationnements, c'est la source de la discorde. Et donc, vous, ce soir, si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous voulez apprendre à naviguer dans l'environnement municipal, parce que tous les sujets dont je viens de parler vous tiennent à cœur. Alors, comment naviguer? Bien, premièrement, il faut connaître les codes, le fonctionnement. Et c'est là qu'on parle de transparence. Comment ça fonctionne une ville administrativement? Il y a la population qui est représentée normalement par un conseil municipal. Le conseil municipal peut s'adjoindre certains comités, comme des comités genre de l'environnement, du développement social, de la sécurité publique, etc. Donc, dans à peu près toutes les municipalités du Québec, il y a des comités. Au sein du conseil municipal, le maire a certains pouvoirs que les autres élus n'ont pas. Et là, on passe à l'interface administrative. Le premier contact, le lien entre l'administratif et le politique, ça passe par la direction générale, qui elle-même est à la tête
d'un appareil municipal composé de différents services. Ici, vous avez des exemples de services, de direction de services municipaux. Politiquement, on est dans un univers où il y a des partis politiques. Au municipal, en fait, il y a des partis politiques, ça dépend des villes. Nous, à Sherbrooke, les partis politiques, c'est encore une bataille de défendre la pertinence et la plus-value des partis politiques. Dans des villes comme Québec, ça semble être quelque chose de beaucoup plus naturel. Je ne sais pas si vous avez des élus indépendants, c'est quoi leur poids, puis est-ce qu'ils font campagne contre les partis politiques et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est que, mettons qu'on assume qu'il y a des partis politiques, là, il y a des partis politiques qui sont rassemblés autour d'idées, comme je le crois possiblement Transition Québec. Vous n'avez pas dit, nous, on est le parti Transition Québec parce que la seule chose qui est importante pour nous dans la vie, c'est que Jackie Smith soit la mairesse de Québec. Vous semblez être motivé d'abord par des idées plus que par des individus. Mais quand on pense, par contre, à d'autres partis politiques, exemple, l'équipe Denis Coderre, ben, c'est des partis politiques qui se forment autour d'individus et qui souvent meurent quand le politicien quitte la vie politique. Donc, c'est la différence pour moi entre des vrais partis politiques militants d'idées et de principes versus des machines électorales qui portent le nom de partis politiques. Puis après ça, on pourrait parler aussi des partis politiques informels comme à Sherbrooke. Il y a une grosse partie des élus qui se disent indépendants, qui sont en fait avec le Parti libéral du Québec, mais qui ne s'affichent pas ainsi. Je parlais de conseil d'administration versus gouvernement de proximité. Il y a un gros débat au municipal. Est-ce qu'on peut vraiment faire de la politique au municipal? Ou devrait-on plutôt viser un consensus parce qu'on ne va quand même pas s'obstiner sur avoir de la bonne eau puis des égouts efficaces, t'sais? Fait que, il y a un espèce de combat perpétuel pour les gens qui veulent faire de la politique au municipal. Moi, je me fais régulièrement accuser de faire de la politique, alors que je suis politicienne élue. Alors, et que je crois que faire de la politique, c'est noble, c'est important, et que de prétendre ne pas en faire, c'est plutôt de l'hypocrisie qu'autre chose. Alors, et ça nous amène finalement à, est-ce que, tu sais, administrer une ville, c'est un peu prétendre qu'il existe une espèce de vérité suprême, puis qu'il devrait y avoir donc une vérité qui s'impose naturellement et créer un consensus autour de toutes les questions dont on traite au municipal. Donc ça, c'est un peu l'espèce de fléau qui accable beaucoup de municipalités au Québec. Alors qu'en réalité, on utilise cette espèce de concept-là pour finalement imposer une espèce de vision unique et éteindre les débats et faire en sorte que, c'est ça, tu sais, finalement, que les gens qui essayent de remettre des choses en question sont juste des chialeux, qui n'ont pas compris que la vérité suprême est là, puis qu'il suffit qu'ils la suivent à la place de chialer tout le temps puis de ne pas être content. Et ça nous amène finalement le fonctionnement politique d'une ville passe par l'instance suprême qui est la séance du conseil municipal. C'est à travers cette instance suprême-là que tout se passe. Les décisions n'existent comme pas tant qu'elles n'ont pas été prises en séance du conseil municipal. Ces séances-là, je ne sais pas à Québec. En général, dans les municipalités au Québec, c'est 2 fois par mois à peu près. Ouais, je vois quelqu'un qui hoche la tête. Donc, les séances du conseil à Sherbrooke, c'est généralement 2 fois par mois. Là, on vient d'en ajouter une. Maintenant, c'est rendu 3 fois par mois parce que c'était rendu trop long. Je ne sais pas trop. Finalement, mais les 3 sont aussi longues que quand on en avait 2. Que voulez-vous? C'est comme ça. Théoriquement, les élus reçoivent les documents 72 heures à l'avance. Ça peut avoir l'air d'un détail, mais ça, c'est quelque chose qui a été ajouté dans la loi par la Ligue d'action civique, qui est un organisme qui milite pour la transparence, la démocratie, beaucoup au municipal. Et ça, c'est pas tout le temps respecté, parce qu'il est écrit que sauf exception, et là, tout à coup, l'exception très large des fois. Et c'est surtout que c'est tellement
des fois, c'est utilisé comme excuse, finalement. On demande de l'information, puis finalement, on obtient les documents 72 heures à l'avance, généralement comme le vendredi. Puis là, ben, tu sais, c'est comme, il ne faut pas que tu ailles de vie la fin de semaine. Puis là, le lundi, il y a les décisions qu'on prend. Théoriquement, lors des séances du conseil municipal, tous les documents là, qui sont comme en soutien aux décisions sont des documents publics. Mais là, un document public, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est accessible. Ça veut juste dire qu'il est public. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de te le donner. Là. Je veux dire, oui, ils sont obligés de te le donner, mais ils ne sont pas obligés de le rendre facilement trouvable sur le site Internet de la ville. La nuance. On va y revenir. Et là, les fameuses séances à huis clos, ça, c'est ce que les gens ne savent pas toujours au municipal. Mais en même temps, c'est pas trop surprenant parce que si vous assistez à une séance conseil municipal public, souvent, ce que vous allez voir, c'est que tout a été décidé d'avance. C'est proposé, appuyé, point suivant. Des fois, il n'y a aucune explication. Comme je vous dis, je n'ai pas écouté de séance conseil à Québec, mais dans, je vous dirais, 99% des 1000 municipalités qu'il y a au Québec, les séances conseil, c'est proposer, appuyer, point suivant, proposer, appuyer. C'est réglé souvent en moins d'une demi-heure. Pif, paf, on rentre à la maison. Alors, ça a permis, tu sais, c'est comme un peu un passage obligé, là, tu sais, pour les élus, là, tu sais, c'est une formalité quasiment. Dans le fonctionnement actuel, les séances conseil municipal sont presque devenues des formalités. Fait que c'est où que les vraies décisions se passent? C'est où que les élus déchirent leur chemise, s'ostinent et prennent des décisions? En fait, c'est à huis clos, lors de ce que nous, on appelle des séances à huis clos à Sherbrooke. Dans d'autres villes, c'est appelé les séances préparatoires, ateliers de travail. J'ai déjà entendu rencontres avec les directeurs. C'est toute la même affaire. Dans toutes les villes, les séances du conseil municipal sont des espèces de pièces de théâtre qui ont été répétées à l'avance en huis clos. Il y a aussi l'étude budgétaire. À Québec, l'étude budgétaire se fait l'étude des crédits. Là, ça dure une couple de semaines, puis ça se passe publiquement. Mais dans les municipalités, en tout cas, moi, je ne connais pas de municipalité, peut-être Gatineau, là, qui est tout le temps un peu spécial, où l'étude budgétaire, c'est un huis clos bord en bord. On ne peut pas savoir ce que les élus sont en train de discuter par rapport au budget. Et on a aussi des espèces de séances où est-ce qu'on discute de grandes orientations, de plans stratégiques ou de choses comme ça. À Sherbrooke, c'est les lacs à l'épaule. À Sherbrooke, je vous dirais que les lacs à l'épaule, ça sert un peu à compenser le fait qu'ils n'ont pas de parti politique. Donc, ils ont besoin de ces moments-là où ils discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent puis qu'est-ce qu'ils ont en commun. Alors, les lacs à l'épaule se multiplient pour venir compenser. Ben, dans le fond, ils ne se sont pas parlé avant l'élection, comme dans un parti politique. Ils arrivent, ils sont élus, puis là, c'est comme s'il y avait 14 partis, puis il faut qu'ils arrivent avec quelque chose, fait qu'ils font des lacs à l'épaule pour essayer de se coordonner. Et ça se passe tout à huis clos. Le chemin de l'information, c'est un petit peu simplifié, mais c'est pour vous montrer qu'en réalité, quand on parle de transparence, on parle d'information. L'information est entre les mains souvent des fonctionnaires, de ceux qui travaillent sur les dossiers. Moi, je viens d'apprendre à la radio qu'il y a une histoire de milieu naturel dans lequel il y a un développement immobilier, puis que les fonctionnaires ont travaillé avec un promoteur immobilier pour arriver à un schéma, là, un plan qui serait à peu près respectueux de l'environnement. Qui a l'information? C'est ceux qui sont directs sur le terrain, qui la produisent, l'information, les fonctionnaires, les directions de services et tout ça. Au-dessus de ces personnes-là, il y a la direction générale. Puis, à chacune des étapes de cette pyramide inversée, il peut y avoir de l'information qui se perd. Les fonctionnaires transmettent à la direction générale ce qu'ils souhaitent transférer à la direction générale. Il y a quand même certaines règles à respecter, mais il peut y avoir une perte d'information en cours de route. Le DG transmet au maire et au comité exécutif. Vous avez à Québec aussi un comité exécutif. Donc, certains élus du conseil municipal sont un peu comme au-dessus des autres, si on peut dire. Ils ont plus de pouvoir parce qu'ils ont plus d'informations. Ils sont dans la gestion un peu plus quotidienne de la municipalité. Ils ont l'information un peu plus privilégiée. Ensuite, ça arrive aux élus. Ensuite, ça passe par les médias. Puis ensuite, ça arrive aux citoyens et citoyennes que nous sommes ou que vous êtes. Alors, la bataille de chacun de ces acteurs et actrices-là,
c'est d'obtenir de l'information. Donc, la population, une de ses batailles, c'est d'obtenir l'information. Les médias, c'est d'obtenir de l'information. Les élus aussi, c'est notre travail d'obtenir de l'information. Les fameux huis clos. Je trouvais important de préciser, nous, on parle des séances à huis clos, mais c'est quoi un huis clos? D'habitude, mettons, si vous avez déjà siégé sur un conseil d'administration ou dans n'importe quelle instance, il y a des huis clos. Normalement, un huis clos, ça s'applique à un point à l'ordre du jour, pas à une séance au complet. T'sais. Là, en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des séances au complet de A à Z que tout ce qui est dit là serait supposément secret et confidentiel. Alors que d'habitude, c'est la nature d'un point à l'ordre du jour. Exemple, vous êtes sur un conseil d'administration d'un organisme, il y a une histoire d'harcèlement sexuel dans l'organisation. Vous en parlez au conseil d'administration, vous faites un huis clos sur ce point-là, il n'y aura pas de note de prise au PV, il va y avoir du monde qui n'ont pas rapport, qui vont être sortis de la salle, ça va être juste les personnes qui ont besoin d'être informées, qui en discutent, etc., etc. Puis c'est un point du PV, puis après ça, ben, peut-être qu'on revient en plus huis clos. T'sais. Mais là, c'est un peu étrange, c'est des séances complètes de huis clos. Ce qui fait en sorte que ça vient mettre de la confusion dans la notion de confidentialité. Parce que d'habitude, on prend un ordre du jour, puis on dit « Oh, ce point-là, très sensible harcèlement sexuel, on en parle à huis clos. » Tandis que là, c'est comme on parle de tout ce qu'on veut, puis on est protégé, puis on met des étampes confidentielles partout. Fait que là, ça fait en sorte que, exemple, moi, je marche dans le corridor un lundi matin, par rapport, je croise un autre élu, ou je croise un fonctionnaire, je pose une question, il me répond. Peut-être que l'information, à moi de juger si l'information est confidentielle, puis je peux en parler ou pas. Mais si on est dans une rencontre à huis clos, que j'y pose exactement la même question, puis qu'il me donne exactement la même réponse, ben, ça se pourrait que je me fasse accuser d'avoir brisé un huis clos parce que supposément qu'il y aurait une notion de confidentialité. Est-ce que c'est de la confidentialité? Est-ce que c'est vraiment de la protection d'informations? Ou c'est plutôt une espèce d'outil pour museler certaines personnes, s'assurer qu'on conserve le pouvoir et l'information proche. Donc, de l'autre côté, la transparence, c'est quoi? La transparence, c'est d'abord de faire des débats puis des décisions en public. Ça arrive pratiquement jamais au municipal. C'est un gros manquement. Alors qu'en Ontario, la province juste à côté de nous, qui est la province avec laquelle on se compare le plus à l'intérieur du Canada, tout ce qu'on fait au Québec serait illégal. C'est en Ontario, mettons que moi, je vais prendre un café avec ma collègue du district à côté, puis qu'on parle d'un ajout de trottoir, on peut se faire condamner là, par l'Ombudsman de l'Ontario pour avoir fait ça. Parler d'un dossier d'intérêt public, il faut que ça se fasse en public. Fait que ça, c'est en Ontario versus au Québec, vous voyez, c'est complètement différent. L'accessibilité des documents, j'en ai glissé un mot tantôt, donc les documents sont supposés être publics, mais souvent, vu qu'ils sont, des fois, c'est même pas des mauvaises intentions. Leurs sites Internet sont tellement mal faits, puis ils savent tellement pas c'est quoi être un citoyen qui a le goût de s'informer, ou une citoyenne qui a le goût de s'informer, que les documents sont comme pas accessibles la moitié du temps. Ce qui fait en sorte qu'on se retourne souvent vers les demandes d'accès à l'information. Même comme élu, je me retrouve souvent à devoir faire des demandes d'accès à l'information, parfois même pour des documents que j'ai déjà eus entre les mains parce que leur système d'archivage est tellement pourri que je ne suis pas capable de retrouver les documents qui m'ont déjà présentés, mettons, ça fait 2 ans et demi, puis que leur système de classement est mal fait. Fait que je me retrouve à être obligée de faire des demandes d'accès à l'information. Faire une demande d'accès à l'information, c'est super le fun parce qu'ils sont obligés par la loi de te répondre et de te donner un document. Sauf qu'il y a un délai. Obtenir de l'information, il y a une question de timing aussi. Quand tu obtiens l'information, souvent c'est pour faire une sortie ou avoir une influence dans un dossier. Puis si tu obtiens l'information trop tard, tu n'arriveras pas à avoir la même influence.
La transparence, c'est que la population soit informée en amont. On peut donner tous les détails par rapport, par exemple, à un projet immobilier, mais si on donne tous les détails une fois qu'il n'y a plus rien qui peut changer, bien, on n'appelle pas ça de la transparence parce qu'il n'y a plus aucune possibilité pour l'influence à travers… tu sais, l'information pour l'information, ça ne donne rien. L'information, il faut que ce soit… pour que ce soit de la transparence, il faut que ce soit pour donner un pouvoir d'influence aux gens qui l'obtiennent, cette information-là. Et finalement, pour avoir de la transparence, il faut absolument avoir dans le système des médias qui sont indépendants et de qualité, qui sont capables de faire une analyse professionnelle de la chose. À Sherbrooke, je peux vous dire, quand il arrive des questions techniques au niveau du budget, il y a un journaliste à qui je peux parler et qu'il va savoir de quoi je parle. Tous les autres journalistes, là, je ne peux pas rentrer dans le détail comme ça au niveau des enjeux budgétaires parce qu'ils ne sont pas là-dedans tout le temps, ils sont dans plein d'autres dossiers, puis le municipal, ils ne connaissent pas ça. Fait que, je ne sais pas comment c'est à Québec, la qualité des médias, j'imagine que ça doit être variable. Et l'indépendance des médias, à Québec, quand même, je pense que c'est peut-être moins pire que dans certains villages. On peut penser, il y a beaucoup de villages au Québec où carrément, les médias n'osent même pas critiquer le maire parce que tous leurs fonds viennent du conseil municipal. Alors, imaginez, puis ça, c'est la situation, je vous dirais, là, dans la très grande… Il doit y avoir 90% des municipalités au Québec où les médias qui couvrent la scène municipale sont dans un lien de dépendance financière par rapport à l'appareil qu'ils sont supposés surveiller. Alors, voilà. Donc, pourquoi il n'y a pas de transparence? Bien, c'est pas compliqué, c'est que avoir de l'information, c'est avoir du pouvoir. Et quand on a du pouvoir, bien, la nature du pouvoir, c'est de vouloir le garder ou de vouloir en avoir plus. Alors, c'est un peu de se battre contre la nature du pouvoir que de se battre pour de la transparence. Aussi, la transparence, comme n'importe quoi dans la démocratie, bien, c'est plus compliqué, ça demande des efforts. Donc, c'est moins efficace, puis il faut se forcer un peu. Il y a des gens qui vivent aussi dans la peur de différentes façons. Au niveau de l'image, donc au municipal, il y a beaucoup d'élus. Il y a des élus là, qui gagnent 300 $ par mois là, pour être élus dans certaines municipalités au Québec. Ces gens-là, c'est pas tout le temps, je veux dire… c'est pas leur travail principal d'être élus, puis ils n'ont pas tout le temps une très grande expertise, surtout en début de mandat. Donc, ils trouvent ça plus confortable puis moins gênant, je dirais, de discuter en privé. Puis, on peut comprendre ça. En même temps, il faut aussi comprendre que quand on se lance dans l'espace public, bien, ça vient avec des responsabilités. Et au niveau de la peur, c'est qu'il y a des peurs de représailles aussi. Quand on réclame plus de transparence, quand on réclame des choses, on risque souvent des représailles. Mais pourquoi donc il faut continuer de se battre? Parce que, comme l'a dit Mme Charbonneau dans son rapport à la recommandation 51, plus il y a de transparence, moins il y a de risques de collusion et de corruption. Et moi, j'ajouterais, plus il y a de transparence, moins il y a de risques d'intimidation. Imaginez que vous êtes un intimidateur qui aimait comme torturer les gens psychologiquement, puis on vous donne l'occasion soit d'agir devant tout le public et la population ou d'agir en secret avec aucun témoin. Bon, je vous laisse deviner ce que ça donne. Puis, toute forme d'intimidation est facilitée, qu'on parle dans tous les milieux de travail, à l'école, toutes les formes d'intimidation sont facilitées par des milieux opaques et pas ouverts et pas transparents. Et là, je vais passer plus vite sur ça. En fait, parce que je ne veux pas dépasser la demi-heure qu'on m'a octroyée pour la présentation, puis laisser du temps pour les échanges. Alors, on est théoriquement dans une démocratie représentative et c'est toujours très drôle, en fait, d'entendre certains élus, quand tu arrives avec des idées comme des budgets participatifs ou peu importe, te dire « Oui, mais nous, on a été élus pour décider, là, on est là pour représenter, fait qu'on n'a pas besoin de budget participatif, puis
On consulte à la tonne à Québec. Je ne sais pas s'ils disent ça, mais en tout cas, à Sherbrooke, on entend ça. Ah, on finit plus de consulter à Sherbrooke. Tu sais. Donc, mais la démocratie représentative, théoriquement, déjà, si on avait une démocratie représentative, ce serait pas pire. La vérité, c'est qu'on n'est même pas là. On n'a même pas une démocratie représentative parce que moi, je me fais constamment dire que je suis supposée être loyale. Et d'ailleurs, j'ai même eu une lettre d'avocat par rapport à ça, parce que j'avais pris le bord des citoyens et que donc je ne représentais pas la ville de Sherbrooke que je devais représenter. Et ça, c'est ce qu'on se fait dire quand on est dans un conseil d'administration. Dans un conseil d'administration, on est supposé représenter notre organisation. Alors que nous, on n'est pas des conseils d'administration dans les municipalités. On devrait être des gouvernements et notre loyauté devrait être envers la population. Mais tranquillement, j'ai espoir qu'on se dirige vers une démocratie plus participative où finalement les citoyens et citoyennes peuvent être au cœur des décisions et qu'on s'assure finalement que nos décisions soient mieux arrimées avec les besoins des gens, puis avec ce qu'ils nous demandent, c'est quand même leur argent, puis leur territoire et tout ça. Là. Je veux dire, qui sommes-nous pour... je veux dire, impossible de savoir qu'est-ce qui est bon pour tout le monde si on ne leur demande pas. Là. Alors, ça a l'air de rien, ce qu'on est en train de faire, vous et moi, ce soir, mais on est en train d'ébranler les colonnes du temple. Parce que quand on remet en question des choses comme tout simplement le fait de prendre toutes les décisions à huis clos, on est en train d'enlever à ces gens-là, de menacer ce qui est le plus précieux pour eux. C'est ce qui leur permet de conserver leur privilège, leur pouvoir. Alors, on est en train de carrément, c'est pas pour rien que l'UMQ et les autres là, sont. Je veux dire, moi, je m'attends à toutes les pires attaques qu'on peut imaginer, puis tu sais, toutes les histoires d'avocats qui arrivent et tout ça. C'est parce qu'on est en train de toucher là où ça fait mal, là où c'est le plus précieux pour eux. Alors, qu'est-ce que des citoyens et citoyennes doivent faire? Bien, ils doivent s'exprimer, exiger davantage de rigueur, de transparence, une meilleure gouvernance. Les médias aussi doivent militer parce qu'ils sont pas que des acteurs dans le système, mais ils sont aussi en fait, ils sont aussi les gardiens finalement d'une démocratie. Sans eux, là, on perd, je veux dire, moi, là, sans les médias, impossible, mon travail, impossible. Donc, ils doivent aussi faire des représentations auprès du gouvernement. Ils en font un peu, mais ils doivent continuer de le faire. Les partis et les élus doivent s'engager concrètement pour la transparence, pour qu'après ça, ils soient obligés d'agir un peu plus une fois qu'ils sont au pouvoir. Et le gouvernement, à un moment donné, il faut qu'il se réveille, puis il faut qu'il agisse, parce que ça n'a juste aucun bon sens ce qui se passe dans la municipalité au Québec. Donc, nous, on s'est mis en action, différents élus à travers le Québec, et on a formé une coalition d'élus qu'on a appelée Carte sur table. Donc, si jamais ça vous intéresse, nous, on milite pour la transparence, une meilleure gouvernance dans les municipalités. Fait que si vous voulez, vous pouvez aller aimer la page Facebook, facebook.com/coalition carte sur table. Vous pouvez aller partager la vidéo qu'on a produite à distance, à travers nos différentes municipalités pour parler de transparence et de bonne gouvernance. Et vous pouvez aller aussi sur notre site Internet. Ça, c'est si vous avez une seule chose à faire en sortant de la conférence, c'est d'aller signer le manifeste. Déjà, ça vient ajouter du poids. Donc, un manifeste pour la transparence et la bonne gouvernance. Et si vous êtes un élu ou si vous connaissez des élus, invitez-les à répondre à l'enquête parce que avec cette enquête-là sur le travail des élus et sur la transparence dans les municipalités, on peut créer de la nouvelle information qui, elle, peut nous donner du pouvoir d'agir pour plus de transparence. Et donc, on finit sur une photo un peu pleine d'espoir pour nous dire que pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal-là? C'est pour les générations futures, pour améliorer la démocratie municipale. Alors, on a raison de le faire et on doit continuer de le faire. Merci tout le monde. Ça termine ma petite présentation. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Beaucoup de liens à faire avec ce qu'on vit à Québec aussi. Là. Plus que je pensais même, là, plusieurs choses que j'avais pas vues moi-même. Moi, je fais les veilles municipales, donc je regarde les conseils de ville, tout ça. Là, puis il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées aussi, là, surtout par rapport là, moi, ce que j'appelle, c'est pas moi qui ai inventé le terme, là, mais le rubber stamping, là,
Oui, Ah ouais. ils vont juste passer des propositions, jamais de commentaires, tout ça. Mais bref, je vais prendre une question. Si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être ça peut être des commentaires ou des questions sur la présentation. Je vous encourage à les poser maintenant. Vous pouvez allumer vos caméras aussi. En tout cas, je sais Bien que ça sûr. demande plus d'énergie à la planète, mais si vous voulez. Oui, Jackie a une question. Oui, je voulais juste te remercier beaucoup, Evelyne. C'était vraiment fort intéressant, puis tu es une femme extrêmement inspirante pour moi, puis je regarde tout ce que tu fais, puis tu es tellement guerrière pour plein de bonnes causes et vraiment un leader à travers de la province parce que de transparence au niveau municipal, c'est tellement problématique, puis d'intimidation. Et je pense que, tu sais, ici à Québec, on a eu une maire qui était super pro-démocratie directe, qui a créé les conseils de quartier. Puis le Québec, c'était comme un exemple pour la démocratie, puis c'est vraiment sur la bonne piste. Puis un peu plus tard, on arrive avec Régis Labombe qui n'est pas dans ce veine-là, vraiment pas du tout. Puis je pense qu'il donne un certain exemple aux autres maires et mairesses de comment agir au niveau municipal. Donc toi, pour comme renverser ce courant-là, là, c'est énorme. Puis je vois vraiment beaucoup de personnes qui se lèvent debout puis commencent à remettre des choses en question. Donc bravo pour tout ce que tu fais. Puis je voulais juste savoir un peu plus de qu'est-ce que vous faites, Géographie citoyenne, pour faire les consultations? Est-ce que vous avez des outils en particulier? Est-ce que vous faites beaucoup de terrain? Est-ce que vous faites des sondages? Est-ce que vous faites des consultations? C'est quoi? Qu'est-ce que vous trouvez sont le plus innovatrices ou intéressant? Ben, c'est sûr que vu qu'on est dans l'opposition en ce moment, c'est un peu plus limité ce qu'on peut faire. Malgré tout, on fait tout ce que tu viens de nous dire. Alors, des fois, on fait des sondages, peu importe, SurveyMonkey ou Google Formulaire. Des fois, c'est juste sur Facebook. À un moment donné, avant une séance extraordinaire, j'avais posé une question. J'avais demandé aux gens, préférez-vous l'option A ou l'option B? Puis ça avait vraiment bien marché. Fait que, tu sais, puis on a organisé nous-mêmes des séances d'information que la ville refusait de tenir. Fait qu'on s'est informé, puis on a fait la job que les fonctionnaires voulaient pas faire, d'informer la population sur des projets immobiliers ou des choses comme ça. Je vous dirais que ça fonctionne assez bien, mais après ça, je pourrais partir sur qu'est-ce qu'on va faire quand on va être au pouvoir en novembre 2021. Puis, je vous dirais que la chose la plus importante, vous savez, il existe des fonctions dans l'appareil municipal qui sont un peu à part comme le vérificateur général ou la vérificatrice générale et l'ombudsman. Avez-vous un ombudsman à Québec? Je crois que oui. Hein? Je pense que oui. OK. Ces gens-là sont comme des espèces de fonctionnaires, mais un peu, tu sais, ils sont payés par la ville, mais ils sont totalement indépendants. Ils ne relèvent pas de la direction générale. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une fonction comme celle-là pour la participation citoyenne. Comme à Montréal, si vous regardez, il y a l'Office sur la consultation publique. L'Office de consultation publique, moi, je suis abonnée, je reçois des courriels une fois de temps en temps. Donc, c'est eux qui s'assurent du respect de certains principes de consultation à travers la ville. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est que moi, j'ai assisté plusieurs fois à des débats à Sherbrooke sur est-ce qu'on devrait faire une consultation sur tel sujet? Et là, ceux qui sont pour sont contre la consultation, puis ceux qui sont contre sont pour la consultation. Puis là, le simple fait de consulter devient un enjeu politique, alors qu'à place d'être utilisé comme un principe qui devrait nous guider en permanence. Alors, d'avoir une instance indépendante pour juger du respect des principes de transparence, de participation citoyenne, ça m'apparaît la base. Cool. Merci. Très intéressant d'avoir une institution indépendante. Nous, on a les conseils de quartier à Québec qui font la job un peu de l'Office de consultation publique de Montréal, mais ils n'ont pas une indépendance totale parce qu'il y a toujours un conseil municipal qui siège sur le conseil de quartier. Puis c'est une drôle de dynamique, mais c'est quand même
C'est quand même des belles institutions quand même, là. Il y a beaucoup de belles choses qui sortent de là, mais bref. Oui, absolument. Mais en fait, l'affaire à Québec, c'est que ce qui est vraiment bizarre, c'est que vous n'avez pas d'arrondissement. Oui, on a 6 arrondissements. Vous avez des Mais arrondissements? Oui, OK. mais c'est pas comme à Montréal. On n'a pas le pouvoir aux arrondissements. OK. Toute décision qui est prise au niveau de conseil d'arrondissement doit être approuvée par le conseil exécutif. Oui, OK. Ça, en tout cas, je vous invite à creuser davantage ces questions-là sur les pouvoirs des arrondissements versus les conseils de quartier, c'est vraiment un beau modèle. Des fois, ce que j'ai comme impression, c'est que, en tout cas, je pourrais en parler longtemps, mais c'est comme, il faut que ce soit vraiment lié à un territoire vécu. Des fois, les conseils de quartier, on essaye de les rendre trop gros. Et là, on perd un petit peu la composante de proximité. Alors, c'est ça. Disons spontanément, là, je ne connais pas assez le modèle, mais tu sais, il y a 3 instances, là. Il y a les conseils de quartier, il y a les conseils d'arrondissement, puis il y a le conseil municipal, puis chacun doit jouer son rôle là où doit jouer son rôle adéquatement, là. Fait qu'il y a certainement quelque chose à creuser au niveau de la gouvernance de la Ville de Québec pour s'assurer que les services de proximité sont vraiment offerts en proximité, là, parce que la réalité doit être complètement différente quand tu habites dans le coin de Gérard Deltel, là, je ne sais plus trop, là, versus les Chauveau, oui. On avait une question de Rebecca, puis une question de Jacinthe. On pourrait peut-être les prendre en même temps. Bonjour Evelyne, mais merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je suis coordonnatrice de Transition Québec depuis l'automne passé, puis je suis beaucoup ton travail à distance. Je trouve ça super inspirant. Fait que, comme Jackie l'a bien dit, là, merci beaucoup. Puis pour ta présentation, j'ai trouvé ça super intéressant. Là. J'ai pris plein de notes tout le long. Là. Je trouvais ça très, très, très éducatif. Je me demandais, en ce moment, on est en train de rédiger notre programme. Là, tu nous as quand même lancé vraiment une belle piste là, par rapport à la consultation citoyenne, mais tout ce qui touche les problèmes de transparence, plus au huis clos, à l'information qui est cachée, plus au fonctionnement plus interne, est-ce que on dirait te nommer tellement de problèmes que j'ai de la misère à m'imaginer par où on pourrait attaquer ça. Puis toi, si justement, si tu as le pouvoir aux prochaines élections, je sens te lancer dans des grandes propositions électorales non plus, mais par où on commence? Par où tu penses qu'on devrait commencer pour attaquer ce problème-là? C'est une excellente question. Je vais prendre la question de... Ah, Jacinthe fait signe de non. Donc, je vais essayer de répondre rapidement pour laisser vraiment le temps à tout le monde de poser la question. C'est sûr que la première chose pour moi, là, déjà, c'est de débattre publiquement. Là, ça, c'est pas si compliqué que ça là, à instaurer. Déjà à Sherbrooke, malgré tout, il y a une amélioration. Maintenant, il y a les séances plénières à huis clos, les séances plénières publiques, puis après ça, les séances du conseil municipal. Fait au niveau des séances plénières, déjà, s'il y avait des espèces de critères pour décider, OK, tel dossier, on peut le traiter à huis clos, mais tel autre dossier, il faut que ce soit traité. Tu sais, je veux dire, de base, tout devrait se passer publiquement, puis il faudrait qu'il y ait des vraies bonnes raisons de traiter de quelque chose à huis clos, pas juste parce que le maire, ça ne tente pas d'en parler en public. T'sais. Fait que d'adopter un règlement de fonctionnement interne à la ville, il y en a probablement déjà un, vous pouvez regarder, il y a sûrement des règlements municipaux, puis d'encadrer le fonctionnement de ça, c'est déjà un bon premier pas que vous pourriez faire, exemple. Mais tu sais, encore une fois, l'information, c'est le pouvoir, fait que informez-vous sur comment ça fonctionne vraiment en ce moment pour que les propositions que vous allez faire dans votre programme soient les mieux adaptées à votre réalité dans votre ville. Merci. Jacinthe. Ah, je suis là, je donne les tours de parole. je peux y aller, justement? Salut Evelyne, je suis contente que tu sois là, qu'on ait pu finalement te voir et t'entendre. Moi, j'ai des questions plus comme
vers l'humain, dans le sens que je me demande qu'est-ce que c'est en tant que personne, en tant qu'être humain sensible, de se faire constamment attaquer, prendre de côté, tasser dans le coin dans ton travail au quotidien. Puis je sais que tu vis beaucoup d'adversité. Parfois même, j'ai l'impression que y a des gens qui te sont hostiles là, au conseil et tout ça. Je voudrais savoir comment tu vis ça, puis c'est quoi le truc finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir de ça? OK. Bien, il faut savoir, moi, que déjà, l'adversité, ça ne me dérange pas quand l'adversité, c'est au niveau d'un débat d'idées, tu sais. Fait que, je veux dire, si je fais de la politique, là, c'est parce que j'ai justement un petit côté un peu guerrière, là, comme je ne sais plus qui l'a dit. Là. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Moi, là, je vais te l'expliquer pourquoi il faut des pistes cyclables sur les artères principales de ma ville, tu sais, puis je vais m'ostiner, là, puis je vais me battre, puis ça me dérange pas. Ce qui me gosse, c'est avoir à me battre pour être capable de faire mon travail. C'est là où c'est épuisant. C'est pas normal. Tu sais, c'est comme, ça me donne l'impression de jouer aux échecs, mais que la personne qui est en face de moi est en train de changer les règles à chaque 2 coups sans me le dire, tu sais. Tu peux pas gagner dans une situation comme ça où l'autre personne, tu sais, il faut comme qu'il y ait des règles claires, là, puis après ça, on joue. Pour pouvoir faire tu sais, pour pouvoir jouer, il faut que les règles soient claires, là. Puis là, c'est là où le gouvernement entre en ligne de compte, puis que ça n'a juste pas de bon sens que des choses se passent en ce moment, comme Virginie Proulx à Rimouski, ou moi-même, là, tu sais, de me faire menacer d'exclusion parce que j'ai pris le côté des citoyens dans une histoire de protection de milieu naturel, puis que j'aurais pas été loyale à la ville de Sherbrooke. Ça, tu sais, ça a juste aucun bon sens. Il y a des choses qui se passent au municipal qui sont juste intolérables à n'importe quel autre niveau de gouvernement. Puis on dirait que vu que c'est le municipal, puis tu sais, le pire, c'est que vous puis moi, on est quand même dans des grandes villes. Là. Imaginez là, quand tu essaies de te battre à Saint-Élie-de-Caxton ou au canton de Bedford, là, le monde, ils disent comme, ben ouais, bon, c'est bien un petit village. C'est comme si c'était correct de la magouille quand ça se passait dans des petites places. Puis même au municipal, on a une espèce de niveau de tolérance qu'on ne devrait jamais avoir pour des choses complètement inacceptables. Fait que, tu sais, c'est là où je trouve ça épuisant. C'est pour ça que c'est ressourçant pour moi de parler avec des gens comme vous ce soir, parce que plus on va être nombreux, puis plus on va dire, là, ça suffit le niaisage, bien, plus il y a de chances pour que ça devienne... C'est sûr qu'en ce moment, on pave un peu la voie, là, mais je suis assez confiante que tranquillement, on s'en va dans la bonne direction. Mais à un moment donné, il va falloir que le gouvernement arrête de juste comme répondre aux lobbies des associations municipales qui sont contrôlées par des maires qui essaient juste de conserver leurs privilèges et leur pouvoir. Là. Il paraît qu'il y a du monde qui sont impliqués au provincial, là, ici, là, dans cette... dans cette assemblée, là, fait qu'il y a des petits messages qui sont envoyés aussi. Là. On nommera pas de parti ni de nom. Je vois qu'il y a une question dans le chat aussi. Oui, c'est ça que j'allais te dire. En fait, la question porte sur, sans aller au complet, là, ça porte sur l'impôt foncier, puis la dépendance des municipalités à l'impôt foncier, puis leur relation par rapport aux promoteurs immobiliers. Là. Mm-hmm. Ça, c'est tout un champ vraiment, vraiment complexe. Puis, mais complexe, mais vraiment tripant, puis il y a du potentiel. Oui, on est dépendant de la taxe foncière. L'impôt foncier, c'est quand même un outil extraordinaire. Il y a plein de beaux avantages à l'impôt foncier, mais il y a certains incitatifs qui sont pas nécessairement bons là, avec l'impôt foncier, comme celui peut-être d'étendre puis de faire de l'étalement urbain, là, qui est peut-être un petit peu motivé par l'impôt foncier. Fait que, avec le projet de loi 122, le gouvernement a ouvert plein de portes. Il y a plein de choses que les municipalités pourraient faire au niveau fiscal. Le problème, c'est que quand tu fais quelque chose, quand tu es le premier à le faire, quand tu es le premier à imposer une nouvelle taxe, il faut juste comme assumer, là, on va se faire poursuivre. Oui, on va se faire poursuivre. Si ceux à qui tu imposes une taxe ont de l'argent, puis d'habitude, c'est ça que tu fais parce que tu veux avoir de l'argent, ils ont de l'argent aussi pour se payer des avocats, puis ils vont s'essayer de poursuivre, là, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, il faut juste comme assumer que ça va arriver, puis le faire. C'est sûr que les municipalités, c'est pas toutes les municipalités qui ont les reins assez solides non plus là, pour faire ce genre de bataille-là. Fait que c'est peut-être là où l'UMQ devrait se bouger un peu, là, mais bon, ça n'arrivera pas à ce soir. Fait que
exemple, Gatineau a décidé d'imposer une taxe, un frais de croissance, là, mettons, à l'étalement. Fait qu'il y a une espèce de surtaxe pour quand tu développes en périphérie, puis que ça cause de l'étalement urbain. Ça a évidemment été contesté. Il a fallu qu'ils fassent des remboursements, mais pas au complet. Fait que ça reste à creuser. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma page Facebook si ça vous intéresse là, sur pourquoi est-ce que nos routes se dégradent tout le temps alors qu'on paye tout le temps plus de taxes. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. Mais il y a tout un champ qu'on peut explorer au niveau des revenus. Ouais, il faudrait qu'il y ait pas mal plus d'énergie qui soit mise là-dedans. Nous, à la Ville de Sherbrooke, on a réussi à convaincre la trésorière de la Ville d'embaucher quelqu'un que ce serait sa seule job, là, genre de checker les revenus. Parce que sinon, il faisait juste comme gérer des revenus de parcomètre, gérer des évaluations foncières. Ils sont beaucoup dans l'opérationnalisation dans les municipalités. Fait qu'à un moment donné, il faut comme catcher que des efforts stratégiques, ça demande des ressources, puis c'est ça, faut que ça se fasse. Mais il y a des villes super proactives, là, le Varennes, ils sont particulièrement proactifs là, dans ces questions-là. Puis c'est ça. Là aussi, c'est ça, l'UMQ, s'il pouvait se bouger un peu, on pourrait peut-être faire de quoi, là, mais c'est ça. Merci. J'ai plus de questions, mais moi j'en ai une par contre. Je sais pas comment ça marche à Sherbrooke, mais à Québec, on a un conseil d'agglomération qui réunit tout un peu la ville de Québec avec Saint-Augustin et l'ancienne Lorette qui ont décidé de ne pas accepter la fusion municipale là, une vingtaine d'années. Puis il y a vraiment beaucoup de compétences là, qui sont au conseil d'agglomération. Puis dans le conseil d'agglomération, il n'y a pas tous les conseillers municipaux. Il y a juste l'équipe La Bombe en ce moment parce qu'ils sont assez pour composer tous les membres de la Ville de Québec au conseil d'agglomération. Ce qui fait que il n'y a jamais, le conseil d'agglomération, ça dure 10 minutes, mais il gère des trucs vraiment importants. J'avais participé à une consultation. Une fois, on a organisé des ateliers, des mémoires, tout ça. Ça a fait 100 pages un document de 100 pages, un rapport de 100 pages et il a été adopté sans commentaire. Donc, il y a une mention qui était présente ou quoi que ce soit. Je me demandais si ça fonctionnait comme ça aussi à Sherbrooke, puis comment un peu jouer avec ça, là, parce qu'il y a aussi un enjeu de transparence là, quand c'est du rubber stamping. Tu as un palier qui n'est pas le conseil municipal. Mais tu sais, des agglomérations, je crois qu'il y en a seulement à Montréal et à Québec, là, agglomérations, là, mais il y a définitivement un besoin pour une gouvernance régionale. En ce moment, on a des régions administratives au Québec, mais qui ne sont pas, ils n'ont pas d'instance régionale de gouvernance. En fait, il y en avait un peu une avec les CRE qui ont été abolis. Et là, nous, en Estrie, nous, c'est la TME, la table des maires de l'Estrie, qui ont appelé finalement la table des MRC de l'Estrie, parce que c'était pas très épicène. Mais en même temps, c'est pas très faux, là, parce qu'il y a seulement 20% des maires qui sont de sexe féminin au Québec. Fait que, en fait, c'est ça qui est fascinant. Moi, c'est ça qui me fascine le plus de la gouvernance régionale, c'est que finalement, c'est juste un autre endroit où les maires défendent leurs intérêts à eux et que les maires c'est le poste électif le moins diversifié de tous les postes électifs au Québec. C'est vraiment des hommes blancs matures. C'est ça. Il n'y a pas de personnes immigrantes vraiment. Il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est le poste le moins diversifié et donc ça en fait les gouvernements, entre guillemets, les moins diversifiés de tous, là, parce que là, on rassemble tous les maires ensemble. C'est un peu n'importe quoi. Nous, ils viennent de comprendre qu'il fallait qu'ils embauchent peut-être, il n'y avait aucun employé qui travaillait pour cette instance-là. Le gouvernement passe maintenant beaucoup directement par les MRC. Sherbrooke est une ville MRC, fait que nous, on ne voit pas trop la différence du fait qu'ils passent par la MRC. Tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est un peu le bordel, qu'il y a un besoin, puis qu'il y a un modèle de gouvernance à définir. Surtout
pour ceux qui, comme moi, souhaitent que le Québec devienne un pays, il faut vraiment qu'on se questionne sur quelle va être cette instance intermédiaire qui va agir comme un gouvernement légitime au niveau de la région. Parce qu'en ce moment, pour moi, là, la TME, là, ils n'ont pas de légitimité. Puis finalement, ça devient des instances tarte aux pommes. Là, ils parlent de comment ils vont comme. Puis il y a gros de l'argent qui passe par là. Nous, ils ont décidé de mettre 3 millions de dollars dans un aéroport là, régional. Là. Vraiment, l'avenir est dans l'aéroport. Les vols, en tout cas, moi, j'en reviens pas. Mais ces 3 millions-là ne servent pas en ce moment donc au développement. Le développement économique, c'est pas tellement par les municipalités, il faut que ce soit un petit peu plus une vision régionale. Fait que en ce moment, c'est un peu tout croche, ils n'ont pas de légitimité puis il n'y a pas de diversité. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement qu'il y a un énorme besoin à ce niveau-là. Déjà, là, s'ils pouvaient avoir une espèce de vote universel pour. Il y a certaines MRC où il y a des préfets qui sont élus au vote universel, mais c'est genre. À vue de nez, il me semble que c'était à peine 20% là, des préfets là, qui sont élus au suffrage universel, là, mais il faudrait valider, là, mais c'est peu. Il y en a peu. Il y a définitivement un besoin. Merci. J'ai pas d'autres questions. On approche d'1 heure. Donc, si j'en ai pas de questions, on peut terminer cela. Dernière chance. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat à la dernière minute. Ne devrait-on pas revoir ce mandat? Ouais. Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a certaines, je dirais au niveau du développement économique, puis au niveau du développement social, il y a définitivement un besoin pour une gouvernance un peu plus régionale, là, qui n'est pas seulement dans une localité. Parce que, je veux dire, nous, en Estrie, Sherbrooke, OK, on a une fonction publique de peut-être 2000 employés, mais la municipalité de l'Inwick, là, qui ont genre un DG puis un secrétaire trésorier, j'exagère, là, mais pas tant que ça, venir s'occuper de lutte à la pauvreté, c'est sûr que c'est pas c'est pas trop dans leur priorité. Là. Fait que nécessairement, il faut qu'il y ait des stratégies régionales pour ce genre de truc-là au niveau du développement social puis au niveau du développement économique. En Estrie, par exemple, on est une région quand même très forestière. Donc, à ce niveau-là, il faut agir de façon avoir des stratégies régionales. Là. Fait que ça fait partie, quand je parlais de la transformation du rôle des municipalités, le fait qu'on agisse dans ces domaines-là et qu'on agisse aussi en matière environnementale. Je veux dire, moi, mon grand-père, il était maire de Saint-Raphaël de Bellechasse, mettons, il y a 40 ans. Là. Il n'était pas préoccupé vraiment par les enjeux. Ben, un peu quand même. J'imagine que, genre, déjà, il essayait de faire en sorte que les dépotoirs soient dans des endroits précis plutôt que tout le monde jette ses affaires n'importe où. Là. Mais c'est ça. On a aujourd'hui que les citoyens et les citoyennes sont plus exigeants et exigeantes, et c'est normal. Donc, il faut définitivement s'adapter à ça. Là. Donc, est-ce que le mandat devrait être revu? Je pense que c'est bon qu'on ait des stratégies particulières à chaque région. Mais après ça, c'est la gouvernance, en fait, plus que le mandat, je dirais, qui devrait être revu. Là, je vois qu'il y a... par quel moyen peut-on forcer la main de la ministre des Affaires municipales? À quoi a servi la commission Charbonneau si la ministre ignore certaines de ses recommandations? Effectivement, c'est vraiment fâchant parce que quand on lit la recommandation 51 de la commission Charbonneau, ça ne pourrait pas être plus clair. Là. On a dit qu'il faut que les débats se fassent publiquement. Puis qu'on devrait s'inspirer de l'article de loi, de telle loi de l'Ontario. Fait que tu lis l'article de loi de l'Ontario, n'importe qui, moi je ne suis pas avocate, là, vous pouvez aller le lire, vous allez voir, là, vous êtes capable de comprendre ça, puis c'est clair comme de l'eau de roche. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tu sais,
C'est un peu comme si on se demandait ce soir comment fait-on pour que le Québec devienne un pays, puis on peut en discuter pendant des heures et des heures. Il n'existe pas de manuel du militant ou de la militante parfaite pour savoir comment obtenir des choses. C'est juste que dans toute action citoyenne peut aider. Donc, si vous avez quelque chose que vous pensez que vous devriez faire, ben faites-le. Donc, forcer la main de la ministre, nous, on essaie de se faire entendre le plus possible, de se rassembler, de s'organiser. Il n'y a pas de recette magique, mais plus on s'organise, plus on agit, plus on a de gains ou de probabilité d'obtenir des choses. Alors, lancez-vous dans l'action. Transition Québec, déjà, le simple fait que vous existiez, c'est un gain, c'est un pas dans la bonne direction. Inscrivez des choses dans votre programme politique. Allez aux séances ben là, on ne peut pas y aller en personne, mais sans doute qu'il y a moyen de participer à distance. Faites-le, posez des questions, soufflez dans le cou. Il faut que les gens là, qui sont les élus sentent votre souffle là, dans leur cou là, sur chacune des décisions qu'ils prennent. Là. Ce genre de choses-là, à un moment donné, à force, je veux dire, le gouvernement libéral du Québec, là, il n'avait pas le goût de faire une commission d'enquête sur la construction. Mais après que la Ligue d'action civique, puis que, tu sais, 3/4 de la population du Québec était là à cogner sur le clou, à un moment donné, ils n'ont juste pas eu le choix. Mais nous, d'ailleurs, on demande au gouvernement, mais là, on ne l'a pas encore vraiment publicisé, puis fait, tu sais, incité sur ce message-là, mais ce qu'on demande, c'est que le gouvernement mettre sur pied une commission, est-ce que c'est une commission d'enquête, une commission itinérante, peu importe, mais une commission qui va aller étudier ce qui se fait dans les municipalités, puis qui va faire un rapport, puis déjà, on va pouvoir avoir un portrait, parce qu'on n'a jamais fait ça, se questionner collectivement au Québec sur qu'est-ce qu'on veut avoir comme gouvernement de proximité, qu'est-ce qu'on veut avoir comme modèle de gouvernance. Même à l'Assemblée nationale, il y a eu des réformes. Là. Je veux dire, en 1968, ils se sont mis à télédiffuser les débats, puis ils ont complètement revu leur façon de fonctionner. Ben, je veux dire, pas complètement, là. Et puis je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont aboli la Chambre, le Sénat, là, comme au Québec. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, moderniser nos institutions démocratiques, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Mais en ce moment, le gouvernement se cache derrière le concept de l'autonomie municipale, ce qui fait que dans certaines villes, tu peux avoir un colistier, dans d'autres villes, tu ne peux pas en avoir. Dans certaines villes, je veux dire, il peut y avoir des pléniers publics, puis les journalistes sont acceptés. Dans d'autres villes, les maires se permettent de menacer les médias, de leur enlever leur financement. Tout ça se passe en ce moment au Québec et même pire. Merci beaucoup. Il y a une dernière question vraiment rapide. Nous, quand tu disais, est-ce que c'était les revendications, là, la question est apparue dans ce cas-là, est-ce que c'était plus Sherbrooke citoyen ou plus les cartes sur la table? Cartes sur table. En fait, je ne sais pas exactement quel nous j'ai utilisé, là, mais c'est toutes ces réponses-là. Sherbrooke citoyen, on se bat pour plus de transparence. Carte sur table, c'est un peu l'espèce de mouvement qu'on a mis sur pied pour rajouter de la pression auprès du gouvernement. Mais vous aussi, individuellement ou collectivement, vous faites partie des gens qui peuvent avoir une influence sur ça. Il paraît qu'il y a des gens qui ont des contacts auprès de l'opposition. Je veux dire, utiliser ces contacts-là pour leur... Tu sais, je veux dire, moi, perso, là, je trouve que l'opposition n'est pas assez active, puis je parle de toutes les oppositions, là. En fait, les municipalités, ça a l'air d'être tellement pas important au sein du gouvernement du Québec. Fait que si vous avez moyen de faire pression auprès de n'importe quelle opposition puis du gouvernement, ben ça peut certainement aider. Fait que des choses qui étaient acceptées aujourd'hui peuvent ne plus l'être demain. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles, on termine. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Evelyne, encore une fois, d'être venue nous partager là, ton expérience et tout ça. Puis, si vous aimeriez encourager Transition Québec, ben, je vous encourage à devenir membre ou à faire un don. Je vais vous envoyer le lien là, dans le chat. Puis, si vous avez des questions par rapport à Transition Québec, vous aimeriez vous impliquer ou quoi que ce soit, je vais rester quelques minutes encore. Là, ça pourrait être juste pour jaser aussi. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut devenir membre de Transition Québec si on n'habite pas à Québec? Tout à fait. Tout à fait.
Même chose pour Sherbrooke Citoyen, Tout à d'ailleurs. fait. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. C'est très apprécié. Puis, bonne soirée à tous. Oui, à la prochaine, tout le monde. Merci Evelyne. beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir.